à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau journal. Nous sommes le vendredi 23 octobre et tout de suite, voici les titres. Nous parlerons du changement d'heure, car si nos téléphones portables et nos horloges numériques passent tout seuls à l'heure d'hiver, il n'en est pas de même pour les vieilles horloges de certains bâtiments publics. Nous avons suivi un agent municipal qui remet les pendules à l'heure. 23 octobre, nous sommes quasiment à 2 mois, jour pour jour, de Noël. Et si l'ambiance et tout ce qui se rapporte à ces fêtes de fin d'année nous paraît encore bien loin, certains sont déjà en pleine effervescence. C'est le cas des producteurs de la bière Mélusine qui viennent de terminer leur brassin de Noël 2015. Nous les avons suivis. Enfin, pour terminer ce journal, nous vous ferons découvrir le premier album du groupe LLB, un duo guitare et voix composé d'une institutrice et d'un professeur d'histoire en collège. Ils travaillent ensemble depuis 19 ans et ils ont un univers surfant sur des rythmes de jazz et de soul. Chaque année, le dernier week-end d'octobre, nous passons à l'heure d'hiver. Instauré en 1973 par Valéry Giscard d'Estaing, ce passage a été mis en place pour réduire les dépenses énergétiques qui étaient devenues très élevées après le choc pétrolier. Dans la nuit de samedi à dimanche, donc, nous allons devoir mettre toutes nos pendules, réveil et horloge à l'heure. Et chaque année, on se pose la même question. Faut-il avancer ou reculer d'une heure ? Alix Lanos et Élodie Pépin vous ont posé la question. Alors ce week-end, nous allons nous lever... Alors... Attendez, on va perdre une heure de sommeil. Alors ça, il faut à chaque fois, c'est pareil. Je pense que l'on doit perdre une heure. Non. On en gagne une. On en gagne une, oui. Ouais, le calcul n'est pas bon. Bah, écoutez, finalement, j'en sais rien du tout. Finalement, j'en sais rien. On gagne une heure, je crois. C'est ça? À 3 heures, il sera 2 heures du matin. C'est-à-dire qu'on a une heure de plus de sommeil, quoi. Alors effectivement, dans la nuit de samedi à dimanche, nous allons bien gagner une heure de sommeil puisqu'à 3 heures du matin, il sera en fait 2 heures. Et si nos téléphones portables et horloges numériques connectées au réseau se mettent à l'heure tout seuls, qu'en est-il des vieilles horloges des églises et de certains bâtiments publics ? En Vendée, la société Lusso, installée à Tiffauges depuis 1865, restaure les vieilles horloges communales et se propose d'aider les agents lors des changements d'heure. Ce matin, ils étaient à la Garnache. Samuel Grasset les a suivis. Elle rythme la vie de la Garnache depuis 1942 et pour la découvrir, il faut grimper 87 marches. Protégée par cette armoire en bois, l'horloge mécanique permet de faire résonner tous les quarts d'heure et toutes les heures les cloches de l'église. Des aiguilles qui se laissent facilement distraire par le temps. Le mécanisme composé d'éléments en bois et de rouages en laiton est influencé par la météo. Alors, Léon Charrier veille, il vient ici toutes les 2 à 3 semaines. Lorsque le temps il est sec et chaud, eh bien l'horloge a tendance à avancer, donc les administrés demandent, bah oui, l'horloge est en avance, donc il faut venir la reculer. Ou alors, lorsque le temps est humide et plutôt froid, le balancier est plus lent, donc il faut venir l'avancer à ce moment-là. Mais 2 fois par an, au moment des changements d'heure, l'opération dépasse le simple petit réglage. Ce week-end, il faudra reculer nos montres d'1 heure, mais avec cette horloge mécanique, pas question de remonter le temps. Il y a des mécanismes qui ne peuvent pas tourner à l'envers. Il y a des choses qui nous empêchent de la faire tourner à l'envers. Donc du coup, comment on fait? On avance, toujours, on avance. Un changement d'heure, s'il faut reculer d'1 heure, soit on l'arrête pendant 1 heure, soit on l'avance de 11 heures. Donc on est obligé de tourner ici, là. Et là, pendant tout le trafic, voilà. Avancer les aiguilles, puis recaler l'horloge en débloquant, puis en ajustant le contrepoids situé derrière. Une affaire de quelques minutes, mais qui demande de la minutie. Ce savoir-faire, l'entreprise Lusso de Tiffauges le perpétue depuis 1865. On a la chance d'avoir, nous, Alexandre, qui a été formé par notre plus ancien horloger, qui est M. Faure, qui est parti à la retraite il y a 3 mois. Donc il a une formation, il a les compétences et maintenant la transmission est compliquée à faire puisque les jeunes n'intègrent pas facilement ce métier. Donc on recherche des jeunes pour pouvoir apprendre ce métier et faire perdurer ces belles machines qui sont les horloges mécaniques. Le 31 novembre 1942. Des horloges mécaniques encore en action dans les églises de Vendée, il en reste quelques-unes. À Nieul-sur-le-Tise, à Saint-Hermine.
La plupart des cadrans des édifices publics sont aujourd'hui numérisés et changent d'heure de manière automatique. En bref, le jeune étudiant lyonnais recherché depuis jeudi dernier a finalement été retrouvé hier dans l'après-midi. Son corps sans vie a été repêché dans l'étang du square Jean Moulin, dans le quartier des Forges de La Roche-sur-Yon. Il avait été vu pour la dernière fois dans la nuit de jeudi à vendredi, quand il avait été déposé par des amis à quelques pas de chez lui à la suite d'une soirée festive. L'autopsie vient de confirmer qu'il était mort par noyade et aucune trace de violence n'a été observée. Les enquêteurs continuent leurs investigations. Aujourd'hui étaient organisées les 20e rencontres Racine au parc des expositions des Oudéries. Depuis 1996, le magazine Racine donne rendez-vous aux seniors du département pour venir échanger et découvrir de nouvelles activités. Plusieurs ateliers autour de la danse, du chant, du numérique ou encore de la cuisine, de la diététique et des voyages étaient proposés, ainsi que des conférences et des débats autour du bien-être et de la sécurité. Axel Kahn et Marie de Henzel étaient présents pour discuter des projets que l'on peut faire tout au long de sa vie. Cette année, la Fédération départementale des familles rurales s'est associée à ce salon. Un salon pour leur donner, comme disait tout à l'heure Axel Kahn, avoir toujours des projets. Lorsqu'on est à la retraite, parfois c'est pas forcément, pour certains c'est un cap pas forcément facile à passer parce qu'on était très actifs et on se retrouve à la retraite. Et là, eh bien, à travers ces activités, ça permet d'avoir des projets tous les jours. On peut dire presque déjà que 50 ans, on considère qu'on peut déjà commencer à préparer sa retraite. Parce que plus on prépare sa retraite tôt, plus on la vit bien. Au chapitre environnement, à présent, le Conservatoire du Littoral, établissement public de l'État qui rachète différents sites de bord de mer dans le but de les réhabiliter en espaces naturels protégés, vient d'acquérir le site de l'ancien circuit automobile du Puy d'Enfer au château d'Olonne. Construit vers la fin des années 50, il s'étendait sur 23 hectares de terrain. Il a longtemps servi de piste pour de grandes courses automobiles avant d'être fermé pour des questions de sécurité. Cette acquisition s'inscrit dans le plan de reconquête des espaces littoraux stratégiques du pays des Olonnes, mais surtout dans l'intérêt national de la préservation des sites de bord de mer. Le travail, c'est effectivement ces 2 km de circuit de route goudronnée à supprimer, ces 4 bâtiments à supprimer, des poteaux électriques, un paysage qui a été très abîmé, des remblais qui ont été mis, des matériaux qui sont tout à fait inappropriés sur le site, etc. Et puis c'est après faire des plantations, faire des chemins de promenade, faire des pistes cyclables, bref, toute une série de choses à faire. Et probablement le déplacement de la route côtière qui progressivement sera mis à l'intérieur de façon à ce que le littoral redevienne complètement naturel, ce qui fera de ce site un site expérimental mais un site qui au niveau national sera un site de reconquête de la nature sur le béton et un site tout à fait exemplaire dans ce domaine-là. Nous sommes le 23 octobre et dans 2 mois, nous ne serons plus qu'à quelques jours de Noël. Et si tout ce qui se rapporte à cette fête nous semble encore très loin, certains professionnels sont déjà en pleine effervescence. C'est le cas des producteurs de la bière vendéenne Mélusine qui viennent de terminer leur brassin 2015. Dans quelques semaines, les premières bouteilles de Noël seront en vente. Grégoire de Châtillon. Chez les brasseurs, la bière de Noël, c'est une tradition. On s'y prend alors 2 mois à l'avance pour la fabriquer. Comme les 12 autres bières de chez Mélusine, elle est brassée ici dans ces fûts. Et aujourd'hui, c'est le dernier brassage. On vient de faire bouillir pendant 1 heure le mou. Donc on peut voir à l'intérieur le mou qui est en fin d'ébullition. On voit un petit peu ce qu'on appelle le trub. C'est les mélanges de particules solides et de protéines coagulées. Qui sont en train de se déposer lentement au fond de la cuve avant qu'on récupère ce mou chaud qui est à 100 degrés et qu'on le refroidisse à 25 degrés pour la fermentation qui se passe derrière nous, là, dans les cuves de fermentation. Chaque année, cette brasserie artisanale située à Chambretot élabore donc sa bière de Noël. Une bière disponible à la vente dès le mois de novembre et souvent jusqu'à fin janvier. On fonctionne ici à 2500 bouteilles à l'heure pour le remplissage et l'étiquetage. Cette année, on va en faire à peu près 15 000 bouteilles à peu près, de 75 centilitres. Chaque année, la recette change. Alors, quel goût a cette bière de Noël et en quoi est-elle différente des autres? On est sur une base de bière un peu caramélisée, donc une bière ambrée, avec des saveurs vraiment agréables en bouche. On sera plus sur des épices de fête de fin d'année.
Cannelle, orange, vanille. Une bière ambrée, épicée, légère et bio à 5,6 degrés d'alcool. Du goût et du caractère pour une bière de Noël vendéenne, bientôt disponible seulement en bouteille de 75 centilitres. Et je vous rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et qu'il faut être prudent sur les routes, surtout en ce moment de période de départ en vacances. Et pour continuer dans le domaine de la gastronomie, ces images vont vous mettre l'eau à la bouche. En début de semaine, une douzaine de restaurateurs vendéens étaient réunis dans les cuisines du centre de formation des apprentis de La Roche-sur-Yon pour un cours sur la bistronomie avec Jérôme Leminier, meilleur ouvrier de France 2004 et cuisinier au Sénat. La bistronomie, c'est cette nouvelle tendance à mi-chemin entre la cuisine de bistrot et la cuisine gastronomique. Entendez par là l'utilisation d'ingrédients du quotidien sublimés par une belle présentation et de plus petites quantités. Élodie Pépin était présente à ce cours. Découpe, cuisson et dressage, Jérôme Leminier, meilleur ouvrier de France 2004, partage aujourd'hui ses techniques. Face à lui, 13 chefs vendéens, dont Cyril Godard, 17 ans de carrière. On a toujours besoin de se former, de voir un peu où on se situe aussi par rapport à ce qui se fait avec des gens, échanger avec ses collègues et des gens qui viennent de Paris comme Monsieur Minier, voir où on se situe, si on est dedans, pas dedans, et se remotiver aussi un petit peu. On a besoin de se rebooster un petit peu de temps en temps. Se remotiver et trouver de nouvelles idées, comme ce tartare de bœuf et crème de céleri. Un plat façon bistronomie, un mode de cuisine qui intéresse justement Sébastien Grand. Ce second de cuisine rêve d'ouvrir son propre restaurant. J'ai fait différents types de restauration. Je passais de la brasserie, pizzeria au restaurant gastronomique. Et c'est vrai que la bistronomie au jour d'aujourd'hui, je pense que c'est une cuisine d'avenir très représentative niveau rapport qualité-prix. Je pense que c'est ce qui sera amené à attirer plus le client dans l'avenir, ce type de restauration. Car la bistronomie, c'est bien cela, de bons produits en petites portions, avec un dressage bien travaillé qui forme au final un plat peu coûteux pour le consommateur. Une manière de faire plaisir au plus grand nombre, l'essence même du métier, selon Jérôme Leminier. Tout le monde soigne sa présentation, c'est important, quoi que l'on fasse. Je pense que ça, par contre, il n'y a pas de... voilà. Chaque cuisinier se doit d'essayer de faire bien, de se sublimer tous les jours, de faire plaisir. Le métier de cuisinier, c'est de faire plaisir aux autres. Faire plaisir aux autres en se faisant plaisir soi-même. Ces formations permettent également aux cuisiniers, pour une fois, de déguster leurs plats et de se retrouver alors à la place du client roi. C'est bon. Un mot de sport à présent avec l'agenda du week-end. Il y aura du football avec le 6e tour de la Coupe de France. 4 clubs vendéens sont en lice, mais seulement l'équipe des Achards jouera à domicile contre le Cholet ASPTT. Également du basket avec le match de National 1 entre Chaland et Sorgues. Il aura lieu samedi à 20h à la salle Michel Vrignot. Toujours du côté des ballons ronds, du handball avec le championnat de National 1 et le match Pouzauges-Nanterre. Il se déroulera samedi à 19h à la salle de l'Étoile. Les amateurs de hockey sur glace, quant à eux, ont rendez-vous avec le club de La Roche-sur-Yon qui affrontera Neuilly-sur-Marne samedi à 18h30. C'est à la patinoire Arago. Enfin, la Coupe de Vendée Jeunes de Palais, elle se déroulera au complexe sportif des Essarts samedi à partir de 14h. Un peu de musique pour terminer en douceur ce journal avec le premier album du groupe LLB intitulé Soul Wonders. Il mélange des rythmes de jazz et de soul. Il a été composé par Laurence Lebacon et Stéphane Boiridge, respectivement institutrice et professeur d'histoire en collège dans la vraie vie. Cela fait 19 ans qu'ils travaillent ensemble et ils proposent avec cet album un duo guitare-voix qui s'accorde très bien et ne laisse pas indifférent. Notre journaliste Cyril Guillet s'est laissé envoûter. I don't know if it was the fireplace, the forest or even the bird's nest, but I was feeling kinda good. Maybe my friends playing the guitar will allow me to dream. Cela fait maintenant 19 ans que Laurence Lebacon et Stéphane Boiridge font de la musique ensemble et depuis 3 ans ils travaillent sur une formule plus épurée à travers ce duo guitare-voix.
My heart goes wrong, I can't control. My life is wrong, I can't control. I just can't say that I'm sorry. Yes, I know you don't love me. J'ai longtemps écrit en français, on a longtemps joué et j'ai longtemps chanté en français et c'est très difficile. D'écrire en français, ça prend énormément de temps pour que ça sonne. Enfin, on n'est pas tous Gainsbourg ou Jean Ferrat ou Jacques Brel. Donc pour que ça sonne bien, ça prend vraiment beaucoup de temps. Et pour moi, c'est beaucoup plus spontané et beaucoup plus facile d'écrire en anglais. You're gonna have to open up and not be scared to get fooled around. You're gonna meet some guys. You're gonna break some hearts. You're gonna have to open up and not be scared to get fooled around. Voilà 3 ans qu'il travaille sur ce duo et la formule est efficace, le fruit d'une complicité et d'une volonté d'aller à l'essentiel. Avant, on travaillait en électrique et depuis qu'on travaille ensemble, tout est acoustique et en fait, alors en électrique, on peut transformer nos morceaux, on peut les mettre en électrique, mais c'est vrai qu'il y a une simplicité. La seule chose qui fonctionne, donc, c'est la guitare, avec un petit peu de reverb et la voix de Laurence. Got a little rhythm, a little rhythm. Aujourd'hui, ils sortent leur premier album, intitulé Soul Wonders. Le CD compile 7 titres, inspirés et écrits par Laurence Le Bacon. Un album sensible, rythmé par ce duo guitare-voix aux influences diverses. J'écoute de la soul, du blues, du jazz depuis pas mal de temps. Et donc des grandes chanteuses, des Ella Fitzgerald dont je m'inspire, des Etta James, des chanteurs aussi, pas mal de Donny Hathaway, Otis Redding, enfin voilà, beaucoup de chanteurs et chanteuses de soul et de jazz exclusivement. Et puis après, je m'inspire aussi de plein de choses très pop. LLB présentera son album Soul Wonders au public le 6 novembre à l'auditorium de l'école de musique de Carquefou. Pour l'occasion, le duo sera complété par un harmoniciste et un percussionniste. Avant de se quitter, regardons ce qui nous attend pour le week-end du côté du ciel. Samedi, des brumes et de la grisaille en matinée qui seront dissipées dans l'après-midi avec l'arrivée progressive du soleil. Côté température, comptez entre 10 et 18 degrés au meilleur de la journée. Et dimanche, il devrait faire très beau. Un week-end radieux, semble-t-il, que nous détaille tout de suite Armelle Pavageau. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec Samuel Grasset pour le journal. D'ici là, l'information continue sur les réseaux sociaux. Très bonne soirée et bon week-end.